Mais qui de nous ne s'est pas demandé un jour ce qui se passait réellement de l'autre côté, ce qui se passait au moment de la mort et aussi après? Et ce serait tellement plus simple si quelqu'un pouvait revenir et nous raconter ce qui se passe réellement. Impossible. Enfin, c'était impossible jusqu'à tout récemment, alors que cette possibilité a semblé se faire jour grâce au progrès de la médecine. Alors qu'on a pu ressusciter, en quelque sorte, des patients qui étaient déclarés morts, cliniquement morts, précisait-on, parce que justement, cette définition de la mort, elle n'est pas encore très claire. Des gens qui racontaient d'étranges aventures, de décorporation, sentaient qu'ils flottaient hors de leur corps et avaient conscience de certains événements. Des événements qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un best-seller, La vie après la vie, du docteur Raymond Moody. Bien sûr, nous avons tenté d'entrer en contact avec le docteur Moody. Le docteur Moody n'accorde aucune interview, nous a-t-on précisé. En lieu et place, on nous a référé à un jeune cardiologue américain, le docteur Mike Sabom. Ayant rencontré une centaine de ces patients au cours des 2 dernières années et demie, nous avons constaté que 40 à 50% d'entre eux peuvent définitivement se souvenir de ce qui est survenu lorsqu'ils étaient inconscients. Ces souvenirs sont de 2 types. Premièrement, certains semblent flotter dans l'air, hors de leur corps, et peuvent suivre ce qui se déroule dans la chambre au moment où l'on tente de les ramener à la vie. Ils peuvent se rappeler avec précision certains détails de l'appareillage utilisé, les gens qui étaient présents, l'aménagement de la pièce, les plaques du défibrillateur et différents autres détails qu'ils ne pourraient avoir vus même s'ils avaient été conscients, étendus sur leur lit. Ces observations sont faites lorsqu'ils sont inconscients et presque morts. L'autre type de souvenir se réfère encore à cette sensation de flottement, cette fois ailleurs ou dans une autre dimension, un type que nous avons qualifié de transcendantal. Ils y rencontrent des parents ou des amis décédés avec lesquels ils ont une communication non verbale. Occasionnellement, ils parlent d'une lumière brillante à laquelle certains associent une connotation religieuse, d'autres pas. Tous ces événements sont décrits comme étant d'une beauté, d'un calme, d'une paix extraordinaire. Ce 50%, vous avez bien dit environ 50% de cette centaine de personnes ayant vu de près la mort. Est-ce que ces gens-là ont quelque chose en commun que n'ont pas ceux de l'autre moitié? C'est une chose qui, au départ, nous a vivement intéressés. Et nous avons compilé toutes sortes de données sociologiques et démographiques, l'âge, le sexe, les antécédents religieux, les convictions religieuses, la scolarité, la profession, les origines. Et nous n'avons pu faire ressortir aucune différence statistiquement significative entre ceux qui ont perdu conscience et n'ont pu se souvenir de quoi que ce soit à leur réveil, et les autres qui ont décrit toutes ces observations dont je parlais. Est-ce qu'on a pu vérifier l'authenticité de ces témoignages? Dans la plupart des cas, oui. Nous avons tenté de vérifier les observations faites par les patients en état d'inconscience, soit à l'aide de leur dossier médical, soit en discutant avec les gens qui étaient présents au moment de la réanimation, ou parfois, dans quelques rares cas où j'étais présent. J'ai pu personnellement procéder à cette vérification. Dans tous les cas où nous pouvions nous référer à l'une de ces 3 méthodes de vérification, il y avait une concordance très nette entre les souvenirs du patient et ce qui s'était vraiment produit.
How do you feel about that now? Are you still Étiez-vous sceptique au I guess départ? you were at the start. When I first got into the study, one of the motivating Quand je me suis intéressé à ces cas, j'ai été surtout motivé par le fait que je ne croyais pas tout ce qui avait été écrit à propos de ces expériences de hors-corps ou de ce qui arrivait à ces gens qui étaient très malades. J'ai lu le livre de Raymond Moody, La vie après la vie, que j'ai trouvé très bien rédigé, mais qui n'a pas ébranlé mon scepticisme. Toutefois, ayant parlé à des patients au cours des 2 dernières années et demie, je suis maintenant entièrement convaincu que ces gens ont vraiment vécu ce qu'ils décrivent. Ils ne fabulent pas. Et la médecine ne peut expliquer comment ils ont pu voir ce qui s'est déroulé dans la pièce lors de leur réanimation, alors que, d'après leur état physiologique, ils auraient dû être totalement inconscients. Bien qu'on soit tenté de le faire, il ne faut surtout pas sauter aux conclusions et conclure qu'il y a une vie dans l'au-delà. Il y aurait des explications possibles. Par exemple, ces gens pourraient très bien avoir lu ou entendu parler de ces phénomènes. Ou encore, étant donné qu'ils étaient sous l'effet de médicaments, nous parlons de patients, donc de malades, ils auraient très bien pu halluciner. Ces objections, nous les avons présentées au docteur Sebam. Prenons d'abord le cas des gens qui auraient lu, par exemple, le livre de Raymond Moody. L'enquête menée par les équipes de médecins a démontré assez curieusement qu'il y avait davantage de patients qui avaient lu ou entendu parler de ces phénomènes parmi ceux qui, à leur réveil, ne se souvenaient de rien, par rapport à ceux qui avaient eux-mêmes, à leur tour, vécu ces événements. Donc l'hypothèse ne tient pas. Deuxième hypothèse, c'est la principale et aussi la plus complexe, celle de l'hallucination due aux médicaments. Complexe parce que d'abord, certains patients, et même plusieurs, ne prenaient pas de médicaments au moment où ces événements sont produits. Certains en prenaient, donc nous pouvons retenir l'hypothèse. D'autant plus qu'à ce moment, il aurait très bien pu se produire une hypoxie au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de sang et d'oxygène qui parvient au cerveau. Il y a donc une attaque au niveau du lobe temporal, attaque accompagnée d'hallucinations. Mais alors, les hallucinations se réfèrent bien sûr à de l'imaginaire, à de l'irréel. Or, plusieurs de ces patients ont décrit ce qui s'était réellement produit dans la pièce dans laquelle ils se trouvaient, et ce alors qu'ils étaient inconscients. Et il faut bien admettre que pour des hallucinations, elles sont drôlement uniformes. Les témoignages, en effet, concordent, et ce, l'un après l'autre. Dans notre étude, il se dégage plutôt une grande uniformité dans les témoignages de ces gens. La même séquence d'événements, la même façon de voir ce qui se passe dans la pièce ou la même transcendance lors de rencontres de parents ou d'amis décédés, et ce, témoignage après témoignage après témoignage. Donc, pour moi, l'hypothèse des hallucinations ne tient pas plus que les attaques du lobe temporal. Je crois fortement à leur sincérité parce qu'ils sont très réticents à parler de ces choses. Ils savent que ce qu'ils racontent est très étrange et n'est généralement pas admis dans notre société. Et plusieurs d'entre eux exigent même que je respecte leur anonymat ou même que je ne divulgue pas leurs témoignages, parce que cela revêt un caractère très personnel, empreint d'une très forte signification. Ils ne veulent pas qu'on se